Dans cet épisode de Carnet de route, notre voyage à travers la région de Linzhi nous emmènera des confins de la civilisation à la nature sauvage du Grand Canyon de Yarlung Tsampo, l'un des plus grands canyons du monde. Difficile d'imaginer ce que nous y trouverons. Heureux de vous retrouver dans cette mini-série sur le Tibet. Dans cet épisode, on va prendre la route sud en direction de l'est en suivant le fleuve Yarlung Tsampo et en s'enfonçant dans le Grand Canyon du Yarlung Tsampo. Je ne sais pas vraiment à quoi on doit s'attendre. On m'a dit que c'est magnifique, mais il y a toujours une part de suspense. Bienvenue à Carnet de route, je suis Tianran et bienvenue à Linzhi dans la région autonome du Tibet. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais le Grand Canyon du Yarlung Tsampo est ainsi nommé à juste titre. Long de plus de 500 km, il est plus grand que son célèbre cousin américain. C'est très probablement le canyon le plus grand et le plus profond du monde. On ne peut donc reprocher à Tianran de vouloir l'explorer. On a comme une sorte d'embouteillage ici. Tout le monde attend de monter sur la péniche qui nous amènera, nous-mêmes et nos véhicules, sur l'autre rive d'où on pourra alors partir pour Phraijin, qui est l'entrée du Grand Canyon du Yarlung Tsampo. Mais pour l'instant, c'est juste un peu de patience. Il n'y a qu'une péniche? Il y a une autre là-bas. Est-ce qu'on peut utiliser celle-là? Je pense qu'elle est en panne. Ah, je vois. Est-ce que vous allez aussi à Phraijin? Oui. Vous habitez là-bas? Oui. C'est un endroit charmant. Est-ce qu'il va falloir attendre longtemps? Non, environ 1 heure seulement. D'accord, vous avez déjeuné? Oui. Ça va alors, ça vaut mieux que d'attendre le ventre creux. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Autant s'asseoir pour attendre l'arrivée du bateau. On dirait bien qu'il faut s'armer de patience. Malgré la longue attente et la somme non négligeable de 50 yuan par véhicule, c'est encore la meilleure façon de traverser le fleuve, étant donné que la route menant à Phraijin fait un long détour. Vous avez ainsi la chance de discuter avec d'autres voyageurs et d'avoir les dernières nouvelles sur l'endroit où vous allez. C'est un peu comme lire le journal du village. On avance un peu, ce n'est pas trop tôt. Tout à l'heure, Tianran a parlé à ces gens assis à l'arrière de ce véhicule. Ils lui ont dit qu'ils rentraient à Phraijin après avoir terminé le pèlerinage au mont Bunji. Ils n'ont peut-être pas bénéficié des meilleures conditions sur la route, mais cela n'a pas entamé leur piété. Tout à l'heure, on a vu la péniche faire la traversée avec cette Jeep et ils avaient seulement de l'espace pour une voiture. Mais je pense qu'on peut serrer encore un peu. Nous sommes probablement les prochains. On doit donc vite remonter dans notre voiture. C'est notre voiture. C'est parti. Je vous retrouve de l'autre côté. Cette voiture est lourde. Ça bouge. 1, 2, 3. Poussez encore. Et c'est parti. Même si de nos jours la traversée du fleuve est plus facile, il faut encore beaucoup d'efforts physiques pour pousser la péniche hors de la rive de sable et la remettre à l'eau. Mais nous y sommes. Dans seulement quelques minutes, on sera sur l'autre rive, sur la bonne voie vers Phraijin. Cette traversée effectuée, il reste 10 km à parcourir pour arriver à Phraijin, qui se trouve à l'embouchure du Grand Canyon de Yarlung Tsampo.
Du fait des nombreux sites à proximité, c'est un centre touristique important. Il est lui-même très populaire au printemps grâce à ses fleurs de pêcher. On vient tout juste d'arriver à Praingen et on s'est précipité sur cette plateforme panoramique pour avoir une vue sur le pic du Namcha Barwa. Malheureusement, c'est un peu nuageux aujourd'hui et il y a un peu de pluie. Il est donc complètement couvert, mais il nous reste encore quelques jours, alors espérons qu'on verra la fameuse lumière dorée illuminer le pic du Namcha Barwa. Habituellement, c'est dans l'après-midi, alors croisons les doigts. En plus d'être le point d'ancrage oriental de l'Himalaya, le Namcha Barwa est aussi un trait d'union entre les plaques eurasiennes et indiennes. Il est sacré pour les habitants qui sont tenus de ne dire que la vérité quand ils sont face à lui. Bien, nous voilà enfin arrivés à Praingen. Il semble que le temps a décidé de prendre un mauvais tournant. On dirait qu'il va bientôt pleuvoir. La première chose qu'on doit faire, c'est de récupérer tous nos bagages et d'aller à l'hôtel. On a réservé à l'avance et on a trouvé cette auberge internationale qui fait partie de l'association des auberges de jeunesse et apparemment on y parle un peu anglais. Donc allons voir nos conditions de vie pour ces prochains jours. C'est vraiment lourd. Allez, on y va. Entrez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la patronne? Oui, Je voudrais savoir le numéro de la chambre qu'on a réservée. juste un instant, je vais vérifier. Vous vous appelez? He Tianran. Bienvenue dans ma demeure. Waouh! Charmant, charmant. Où est le... Laissez-moi allumer la lumière. Je dois dire que c'est assez douillet. Je veux dire que c'est très bien équipé pour une auberge de jeunesse. C'est plus routard bobo que je pensais. Je veux dire, regardez le lit, il est impressionnant. Vous avez tout le confort de base et la salle de bain a l'air très bien, très très bien. Bon, je vais donc déballer toutes mes affaires et je vous retrouve plus tard. Ok? Merci, merci, merci. Très bien. Alors, rendez-vous tout à l'heure. Après avoir fait sa toilette, Tianran tombe sur un routard au travail. Vous êtes ici depuis combien de temps déjà? Un mois. Un mois, vous êtes stagiaire? Non, je travaille tout en voyageant. Ici, je tourne un documentaire. Vraiment? Qu'est-ce que vous étudiez? La réalisation d'émissions de radio et de télé. Ainsi, c'est pratique pour travailler et voyager en même temps. Exactement. Pourquoi est-ce que vous brûlez du bois? L'approvisionnement en électricité n'est pas stable, parce qu'il provient de Bailly. Ainsi, pour le chauffage et faire bouillir l'eau, on doit utiliser du bois de chauffage. Est-ce que ça veut dire qu'on a des douches chaudes que le soir et pas le matin? C'est ça. Bon, tant pis. À suivre, c'est le calme avant la tempête. Nous en profiterons pour découvrir les alentours et faire de l'escalade à partir d'un village rose perché dangereusement sur les falaises. Dans cet épisode de Carnet de route, notre voyage à travers la région de Linzhi nous emmènera des confins de la civilisation à la nature sauvage du Grand Canyon de Yarlung Tsampo, l'un des plus grands canyons du monde. Difficile d'imaginer ce que nous y trouverons.
Chut! Écoutez, charmante matinée, n'est-ce pas? On est sorti assez tôt aujourd'hui pour voir si on peut apercevoir le pic du Namcha Barwa. Ça semble peu probable parce qu'il a plu hier soir et qu'il y a une importante couverture nuageuse. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre à voir. Tout au long du chemin, il y a beaucoup de ces magnifiques petits villages qui sont tout à fait pittoresques. Avec ces nuages si bas, on ne dirait vraiment pas qu'on est sur le toit du monde ici. Tôt le matin, c'est le meilleur moment. Tout est si calme et vous avez l'impression que tout vous appartient. Ici, pas d'heure de pointe ni de course folle. Les seuls trajets que vous verrez peut-être les habitants faire, ce sont les circumambulations matinales autour des lieux de culte. On vient d'avoir un vrai moment d'émotion. On était en train de filmer les champs en contrebas quand soudain les nuages ont commencé à s'écarter. Ils ont commencé à dévaler la colline et on a pu voir le contour d'une montagne enneigée. On a commencé à crier et à dire « Oh mon Dieu, c'est le pic du Namcha Barwa !» Et vous savez, on était là à attendre avec nos caméras prêtes, sans même cligner des yeux, et ça avait l'air incroyable. C'était comme si le pic surgissait des nuages. Puis un agriculteur est passé et il a dit « Non, 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 vous vous trompez. Ce n'est pas le pic du Namcha Barwa. Le pic du Namcha Barwa se trouve là-bas. Ça, c'est le mont Nala. » Donc oui, c'était un peu décevant. Mais une montagne reste une montagne. Elle est toujours magnifique. J'espère qu'on aura la même chance plus en haut sur la plateforme de visualisation avec le Namcha Barwa. L'un des meilleurs endroits pour observer la montagne est le photogénique village de Swosong, niché en haut des falaises. Il est célèbre pour ses fleurs de pêcher qui donnent au village tout entier une couleur rose et attirent les visiteurs. Heureusement, Swosong n'est pas transformé en village touristique. Vous pouvez toujours découvrir la vie authentique et paisible de ce village tibétain pendant que vous profitez de la vue. Je suis en train d'attendre que le pic du Namcha Barwa se révèle, chose qui ne semble pas arriver très souvent en fait. Donc si vous voulez, vous aussi, venir jeter un coup d'œil au sommet, je vous recommande de venir ici, au village de Swosong, parce que parmi les 30 foyers qu'il y a ici, 4 ont des pensions de famille, et celle-ci a probablement la meilleure vue sur le pic. Mais il faut beaucoup de temps pour qu'il se révèle, donc probablement la meilleure chose à faire est d'attendre ici, de rester quelques jours et de tenter votre chance. Tout en attendant, nous sommes tombés sur un gars sympa. Il travaille ici, il donne l'impression de beaucoup aimer ce lieu. On dirait que vous n'êtes pas d'ici. Hein? Effectivement, je suis de Shanghai. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes ici? Près d'un an. Waouh! Vous devez avoir vu le pic de Namcha Barwa plusieurs fois. Oui, de nombreuses fois. Quelle est la meilleure saison pour le voir? Si vous voulez voir la montagne briller comme de l'or au crépuscule, l'automne et l'hiver sont les meilleures saisons. Et en cette saison, comme il pleut souvent au printemps, vous êtes moins susceptible de voir le pic. C'est malheureux à dire, mais il me semble que la chance ne soit pas de notre côté. Je suppose que je ne suis pas assez pieux. Ils disent que le Namcha Barwa se révèle uniquement à ceux qui ont le cœur pur. Je suppose que je ne suis pas de cela. C'est plus vraisemblablement un problème avec le temps. Mais vous ne pouvez pas vraiment faire autre chose qu'attendre. Hélas, il est temps pour nous d'arrêter les frais et de continuer notre voyage dans le grand canyon du Yarlung Tsampo. À suivre, nous tomberons sur la porte de l'au-delà, avant de prendre nos sacs et un guide pour une vraie randonnée au grand air. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Il a un peu plu hier soir. Il faudra qu'on soit prudent. Aujourd'hui, on va faire une randonnée à travers le grand canyon du Yarlung Tsampo. Comme il a plu la nuit dernière,
il faudra qu'on fasse attention parce qu'il risque d'y avoir de la boue ou, je ne l'espère pas, des glissements de terrain ou autre chose. Donc qui sait ce qui peut arriver? Mais nous avons un guide, ce qui est certainement nécessaire quand on voit le grand nombre de gens qui ont disparu. Regardez ici. Cette jeune fille, 24 ans, est partie en randonnée avec deux autres amis il y a juste quelques jours. Ils sont allés sur une montagne, mais ils n'en sont jamais revenus. Ils n'avaient pas de guide, donc oui, soyez prudents. Soyez prudents. Tout devrait bien se passer parce qu'on a un professionnel. Aujourd'hui, notre guide est ce charmant monsieur, Nima, qui va nous emmener dans le Grand Canyon du Yarlung Tsampo. Et Nima, quel chemin allons-nous faire aujourd'hui? Ça va être un aller-retour de 3 heures environ. C'est un itinéraire court que nous allons faire aujourd'hui. La randonnée complète nécessite 29 jours. Je ne pense pas avoir vraiment l'énergie pour marcher pendant 29 jours afin de faire tout le chemin à l'intérieur du Grand Canyon. En plus, on n'a pas apporté de tente ni quoi que ce soit. On veut juste faire un petit tour, voir ce qu'il y a là-bas et vivre pour le raconter. La route est étroite et rocailleuse. Il est recommandé de faire appel à un guide local et à un chauffeur qui connaît bien le terrain. Notre maison d'hôte sera en mesure de vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Ah, la fraîche odeur de la forêt le matin. Quel plaisir! Vous savez, le Grand Canyon du Yarlung Tsampo abrite une telle biodiversité, une telle flore et une telle faune que certaines espèces n'ont pas encore de nom. Beaucoup de gens viennent faire de la randonnée. Et je pense que c'est vraiment le meilleur endroit pour cela, parce que maintenant, vous avez ce chemin qui traverse. Vous pouvez voir comment les choses... Vous pouvez traverser une zone qui est à peu près restée inchangée au fil des années. Peut-être des milliers d'années, peut-être plus. Et c'est le meilleur type de randonnée que vous pouvez faire. Nous nous dirigeons vers le petit village de Tiala, qui est plus un avant-poste qu'une implantation. C'est là que nous allons commencer la randonnée. En fait, notre chemin est là-bas, mais on s'est arrêté ici, on a fait un petit détour parce qu'il y a quelque chose de vraiment fascinant ici. C'est le fleuve Yarlung Tsampo, de l'autre côté il y a une lamasserie, et au-dessus une chute d'eau très sacrée où les esprits sont censés aller après la mort. Mais d'abord, vous traversez le fleuve avec ce bateau, et c'est exactement comme traverser le Styx. C'est complètement inattendu. On n'aurait jamais su l'existence de cet endroit si nos amis tibétains ne nous en avaient pas parlé. C'est vraiment incroyable. Je veux dire que c'est le printemps en ce moment, et c'est toujours en été que l'eau est à son plus haut niveau. Mais regardez cet énorme volume d'eau qui tombe. Notre guide m'a dit qu'il ne sait pas depuis combien de temps ce monastère est là-bas. Il est là depuis probablement des milliers d'années. Les esprits sont beaucoup plus âgés que nous. Et il est tout à fait imaginable qu'en ces temps anciens, quand les gens trouvaient une énorme chute d'eau, ils l'associaient à une sorte de conception spirituelle du monde. Nima dit que le dieu de la mort vit ici et que des pèlerins de tout le Tibet viennent ici pour le rencontrer et prier pour une meilleure vie dans l'au-delà. La chute d'eau qu'on vient de voir là-bas n'est pas en fait celle qui est censée mener au purgatoire. Elle se trouve en fait là-haut. On doit donc faire le voyage jusqu'à ce royaume des esprits.
C'est une ascension un peu fatigante, mais ça va. Les gens disent que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en montant, chacun a une expérience différente. Certaines personnes verront peut-être des esprits, d'autres peuvent voir un arc-en-ciel, et quelqu'un de notre équipe a vu un arc-en-ciel alors que nous autres, on ne l'a pas vu. Mais apparemment, c'est ce à quoi vous pensez en votre fort intérieur qui apparaît. Donc, je ne sais pas ce que je vais voir en chemin. Je vais probablement voir de la nourriture parce que je suis vraiment affamé. Mais c'est une expérience que je dois faire. C'est un peu plus difficile pour les vivants, non? Wow. Oh, wow. Cet endroit est un immense choc culturel. En Occident, l'idée de faire intrusion dans le domaine du dieu de la mort en effraierait plus d'un. Les Tibétains, eux, viennent ici volontiers. Cela s'explique par la forte croyance en l'au-delà dans le bouddhisme tibétain. Ok, si vous regardez la cascade maintenant, elle peut sembler moins impressionnante que d'autres chutes d'eau que vous avez peut-être vues dans votre vie. Mais notre guide m'a dit qu'autrefois, c'était il y a longtemps, et pendant l'été, lorsque l'eau est à son maximum, la cascade était si forte que quand vous vous teniez ici, et même là-bas, vous sentiez la terre trembler sous vos pieds. Et ici, l'eau éclaboussait votre visage, et il y avait un nuage de brume qui se formait sous l'effet de la force de l'eau qui tombait sur les rochers en contrebas. Je suppose que pour eux, c'était un peu comme être bénis. Chaque fois qu'ils étaient éclaboussés, c'était peut-être comme s'ils étaient bénis par ce gardien de l'autre monde. Et il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Si vous regardez là-bas, eh bien, le trou par lequel sort l'eau est circulaire. Et il ressemble à ceci. Et pour moi, ça ressemble beaucoup à une porte, exactement comme une passerelle vers autre chose juste là. À en juger par le nombre de chapelets, beaucoup de pèlerins sont venus ici, y compris plusieurs grands lamas. Alors qu'on s'apprête à partir, un signe. Nous sommes peut-être bénis après tout. Après la chute d'eau, la plupart se dirigent vers le monastère, mais quelque chose attire notre attention. Pendant l'ascension, j'ai demandé aux gens si quelqu'un connaissait l'histoire de ce lieu. Depuis combien de temps cette chute d'eau est-elle ici? Depuis combien de temps cette légende du gardien des portes de l'au-delà existe-t-elle? En fait, personne ne le sait. Ils ne pouvaient pas me le dire et disaient que c'est trop ancien. Mais ils ont dit qu'il y a cette stèle en pierre qui parle de l'histoire de ce lieu. Malheureusement, personne ne peut la lire parce que ce texte est trop ancien, si bien que le mystère reste entier et qu'il ne sera peut-être jamais résolu. Quant à nous, nous devons nous dépêcher de rentrer. Les vagues deviennent importantes et nous ne voulons pas rester coincés sur cette île des esprits. Bien, on a bien mangé et on s'est reposé. Maintenant, on doit faire notre randonnée. On ne peut plus prendre de véhicules, on doit les laisser ici, au village de Tiala. Et maintenant, c'est par là. Si on a l'air sous-équipé, c'est parce qu'on va seulement faire une courte promenade. Avis aux randonneurs sérieux, le Grand Canyon de Yarlung Tsampo ne doit pas être sous-estimé. C'est le chemin par lequel passent principalement les vents de l'océan Indien qui humidifient le Tibet. Cela signifie que le climat est de subtropical à arctique. Vous devez apporter suffisamment de matériel pour faire face à la forêt tropicale, aux glaciers et rivières gelées, sans parler des animaux sauvages. Personne ne souhaite être pris au dépourvu de la sorte. Certains de notre équipe se sont un peu perdus. Ils étaient derrière, mais on a marché un peu vite. On va juste attendre en profitant de la vue. Malgré l'air raréfié et l'absence de sentiers balisés, faire de la randonnée ici est tout simplement exaltant.
En contrebas, il y a Yarlung Tsampo qui rugit sur son chemin vers l'Inde. Tout autour de vous, des forêts vierges et des pics au sommet blanc. Rappelez-vous que vous marchez à travers l'habitat intact de nombreuses espèces, dont peut-être des animaux et des plantes inconnus. Et vous vous rendrez compte que cet endroit est peut-être l'une des dernières grandes étendues sauvages du monde. Bien. Il y a 4 itinéraires de randonnée le long du Grand Canyon du Yarlung Tsampo. Le premier va à Lulang, le second à Motro, le troisième va au camp de base du pic de Namcha Parwa et le quatrième va à Bomi, c'est celui que j'ai pris. Mais je ne peux pas aller plus loin. Cela prend une vingtaine de jours pour aller jusqu'à Bomi et je n'ai pas le temps. Derrière moi, le fleuve Yarlung Tsampo s'est transformé en rapide et suit son cours en aval. Je ne peux plus le suivre, je dois remonter dans les montagnes. Mais c'était une sacrée promenade, non? Nous n'avons parcouru qu'une infime fraction du chemin, mais déjà, il fait plus froid et l'environnement est plus sauvage. Alors qu'il traversait un ruisseau, notre caméraman s'est fait une luxation au doigt. Pour éviter d'autres accidents, Nima s'est mouillé pour nous construire un pont avec des pierres. Il a cette gentillesse authentique qui symbolise les gens du Tibet. C'est le dernier jour et le moment pour nous de quitter Praijun. Mais il y a encore une autre surprise qui nous attend. Que dire? 4 jours. Cela fait 4 jours qu'on séjourne ici à l'attendre, cela. Et finalement, le dernier jour, le Namcha Parwa se montre. Je veux dire, il est immense, non? En me tenant ici, j'ai l'impression d'être envahi par la puissance de la montagne. Mais, waouh, on l'a eu, enfin! C'était un voyage incroyable et notre destination est juste face à nous. Je suis tellement heureux, tout est achevé à 100%. J'espère que vous avez tout comme moi apprécié ce voyage. Je suis Tianlan et vous regardez Carnet de route.